Est-il possible qu'une civilisation ancienne ait pu posséder des technologies avancées? Dans cet épisode, on va examiner cette probabilité. On a aujourd'hui établi que l'univers génère toutes les choses grâce à la structure du vide, que la rotation de la structure du vide crée le monde matériel. De tout petits sous-planques aux planques, aux protons, aux atomes, aux planètes, aux étoiles, aux galaxies, aux superamas et jusqu'aux univers. Et que chaque univers naît grâce aux autres en émettant des particules. On a également établi qu'avec ce phénomène de création de la structure de l'espace-temps, on trouve des planètes autour de toutes les étoiles. Que ces étoiles sont très probablement entourées de planètes qui se forment grâce au tourbillon de la dynamique des fluides générés dans l'espace-temps qui les entoure. Que beaucoup de ces planètes pourraient accueillir la vie. Et que cette vie pourrait certainement avoir des millions d'années d'avance sur nous en termes de développement technique. Ce qui voudrait dire qu'elles ont très probablement découvert comment interagir avec la structure de l'espace-temps, avec la structure du vide, comment ouvrir un trou de verre, comment voyager à travers les trous noirs, comment traverser l'univers et comment arriver de ce côté de notre galaxie et découvrir notre planète. On s'est penché brièvement sur l'histoire de l'humanité et on a découvert des indications qu'on est entré en contact avec une civilisation avancée dans le passé, à une époque que les gens appellent aujourd'hui l'ère pré-cataclysmique. C'était il y a environ 10 000 ou 12 000 ans, avant le déluge, ce qui correspond très probablement à la fonte de la dernière ère glaciaire. Ce déluge a été rapporté par plus de 300 cultures différentes dans le monde entier, qui parlaient de la fin d'une civilisation ancienne très avancée qui aurait été détruite par un grand cataclysme impliquant une montée de l'océan et l'inondation de toute cette civilisation. Lorsque les peuples anciens parlaient de cette civilisation ancienne avancée, ils affirmaient qu'elle avait la capacité de se déplacer dans les airs, qu'elle avait la capacité de voyager au moins dans le système solaire, si ce n'est dans la galaxie, et d'interagir avec des êtres des étoiles, ou encore des dieux du soleil. Dans toutes les cultures différentes du monde, on retrouve cela de manière constante, alors qu'elles n'avaient, semble-t-il, pas de contact entre elles. La probabilité que cela arrive, si ces événements n'étaient que fictifs, que toutes ces civilisations à travers le monde aient développé les mêmes légendes, sans parler du fait qu'elles aient construit des monuments similaires, est très faible. Si on parle de la façon dont elles ont construit leurs monuments, aucune de ces civilisations ne prétend avoir construit ces remarquables structures pyramidales que l'on trouve partout dans le monde. Il y a quelques décennies, on pensait qu'il n'existait que quelques-unes de ces structures, de ces pyramides à travers le monde, dont les plus connues, celles d'Égypte, celles de Teotihuacan au Mexique et certains ziggourats en Iran et en Perse. Aujourd'hui, on a découvert de nombreuses autres pyramides dans le monde entier. À certains endroits, on en a découvert des milliers et des milliers. On en a trouvé en Chine, mais aussi sous l'eau près du Japon. Et récemment, grâce à la technologie LIDAR, qui permet de voir sous les feuillages, on a découvert des milliers
et des milliers de pyramides dans le sud du Mexique et au Guatemala, ce qui implique que des millions et des millions de personnes y ont vécu. Il semblerait qu'on commence à découvrir les preuves de cette première civilisation dont parlaient les anciennes civilisations. Quand elles parlaient de ces structures, elles ne disaient pas qu'elles les avaient construites. Par exemple, il n'existe aucun hiéroglyphe sur aucun mur d'Égypte qui les montre en train de construire les pyramides. Elles affirmaient toutes que les dieux du soleil étaient venus des étoiles, qu'ils avaient construit ces structures sur notre planète et qu'ils avaient appris aux humains de l'époque à calculer, à construire des choses, à écrire, entre autres. On semble voir un fil conducteur quand on étudie toutes les cultures de la planète. Elles sont très similaires et elles sont remarquablement raccords. Une des similitudes les plus évidentes est celle que l'on retrouve entre les constructions que l'on peut voir au Pérou, les constructions qu'on peut voir en Égypte et les constructions qu'on peut voir en Turquie. Il y a de nombreux endroits dans le monde où l'on trouve ces énormes pierres qui ont été déplacées et ont été déposées quelque part avec une précision qui dépasse celle qu'on peut voir aujourd'hui. Et quand je parle d'énormes pierres, je veux dire que les plus petites pèsent plus de 20 ou 30 tonnes. Et les plus grosses pèsent plus de 200 ou 300 tonnes. Parfois, on les a déplacées à travers des vallées ou des chaînes de montagnes. On trouve par exemple à certains endroits du Pérou des murs avec des blocs de pierre qui pèsent plus de 100 à 200 tonnes et qui ont été extraits des chaînes de montagnes en face de l'endroit où ils se trouvent. Les roches ont donc dû être extraites au sommet de ces montagnes, puis être descendues dans la vallée et être remontées sur une autre montagne pour être placées là où elles se trouvent. Et certaines des pierres, comme par exemple celle du temple de la vallée de Képhren, en Égypte, sont des blocs de 200 tonnes qui viennent d'assez loin et qui sont doublés de blocs de granit de 100 tonnes qui ont traversé des centaines de kilomètres. La façon dont ces blocs ont été taillés est remarquable. Certains des blocs dépassent les 1000 tonnes. Les blocs de 1000 tonnes sont extrêmement difficiles à déplacer. Et pourtant, ils ont été déplacés sur de très grandes distances, sur des centaines de kilomètres, à travers les rivières. Parmi certaines pierres trouvées en Égypte, par exemple, au temple de Ramesséum, on a découvert une statue que l'on pense être une statue de Ramsès II, qui pèse plus de 1000 tonnes et qui provient de très loin de l'endroit où elle se trouve. Certains des monuments qu'on voit dans le monde entier datent peut-être d'une époque bien plus lointaine que ceux qu'on pense aujourd'hui. En fait, les archéologues les ont datés de l'époque des premières personnes qui les ont trouvés, qui les ont utilisés dans leur culture parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les monuments des dieux et qui ont fondé toute une religion autour de ceux-ci. Mais ces monuments sont peut-être finalement bien antérieurs à ces civilisations. En réalité, ils sont peut-être arrivés là à cause d'une inondation pré-cataclysmique. Il pourrait donc avoir plus de 10 000 ou 12 000 ans. Et dans certains cas, il pourrait dépasser les 30 000 ou 40 000 ans. Certaines des preuves géologiques sur ces constructions appuient ces affirmations. En quoi est-ce important? C'est important parce que cela signifie que l'histoire de l'humanité est très différente de ce qu'on pense.
D'ailleurs, il a été prouvé que le génome humain n'est peut-être pas le résultat d'une évolution linéaire du singe à l'Homo sapiens. Il y a à un moment donné une énorme faille, que l'on pense être le chaînon manquant dans l'évolution de, par exemple, la cavité crânienne entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Ces changements qui se sont produits ne semblent pas faire partie de l'évolution naturelle. Tout d'un coup, la cavité crânienne a doublé de taille. Le cerveau a doublé de taille. Les yeux sont devenus plus grands. Il y a eu moins de cheveux. Tout cela ne semble pas avoir été provoqué par l'évolution naturelle des êtres humains. C'est-à-dire être le résultat d'une transformation naturelle suite à une adaptation à l'environnement. Mais il semblerait plutôt qu'une intervention extérieure ait modifié les gènes du processus d'évolution de notre planète et tout d'un coup créé un être beaucoup plus avancé. C'est peut-être le résultat de l'épissage des gènes qui a engendré cette transformation soudaine dans l'évolution des hominidés, faisant naître tout d'un coup l'Homo sapiens. Ce qui aurait pu prendre beaucoup plus de temps sans cette intervention. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis le seul à penser ça? Est-ce que c'est complètement fou de penser que des extraterrestres aient pu venir sur notre planète et modifier ou même faire naître cette vie sur notre planète? Francis Crick, un des généticiens les plus vénérés de notre planète, l'homme qui a reçu le prix Nobel pour avoir découvert la structure de l'ADN, a écrit des articles à ce sujet en 1973. La théorie de la panspermie suggère que la vie sur Terre n'est pas née sur notre planète, mais qu'elle a été transportée ici depuis un autre endroit de l'univers, en ayant peut-être traversé des galaxies et des systèmes solaires. Des micro-organismes ayant été involontairement propagés par la poussière de l'espace, les météorites, les astéroïdes et les comètes auraient atterri sur la Terre et y auraient créé de la vie. Crick pensait que cette théorie était improbable. Mais d'après lui, elle a certainement été implantée par une civilisation avancée qui est venue sur Terre et a implanté les gènes qui ont fait naître la vie sur Terre. Ou du moins, une partie de la structure du génome de notre planète a été modifiée pour provoquer l'évolution qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. D'autres, comme William Brown, l'un de nos biophysiciens et biologistes moléculaires à la Resonance Science Foundation, ont pu identifier l'altération spécifique du gène qui a provoqué le développement de la cavité crânienne de l'Homo sapiens par rapport aux hominidés précédents. Lorsqu'il a découvert cela, ça lui a semblé très étrange. Cela ressemblait à une altération du gène qui est typique de ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on modifie des gènes dans la production d'OGM. Il se peut donc que non seulement cette ancienne civilisation avancée ait été présente sur notre planète avant qu'on commence à écrire notre histoire, mais que cette civilisation antérieure soit également la source de l'évolution de l'Homo sapiens sur notre planète. Il y a quelques années, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir faire une autopsie sur certains restes de momies qu'on trouve dans la région de Paracas. Et j'ai pu réaliser des tests sur certains des tissus que j'avais prélevés sur ces restes.
Pour la première fois, on a pu obtenir de ces restes non seulement l'ADN mitochondrial, mais aussi l'ADN nucléaire, parce que le matériau était encore très malléable. J'ai pu découvrir un très haut niveau de cohérence. L'ADN nucléaire a donc pu être extrait, bien que les échantillons datent d'environ 2300 ans, d'après la datation au carbone qu'on a faite. L'ADN mitochondrial, l'ADN de la mère, montrait une certaine altération et dilatation du génome de l'ADN qui plaçait étrangement l'origine de la race de la mère, non pas dans la région de Paracas, mais dans la région de la mer Noire. L'aplogroupe de cette source de génome n'était donc pas localisé en Amérique du Sud. Dans cette région de la mer Noire, on a également trouvé des crânes allongés qui ressemblaient beaucoup au crâne de la civilisation de Paracas. C'était donc intéressant en soi. Mais lorsqu'on a analysé l'ADN nucléaire ou l'ADN du père, on a obtenu un très faible pourcentage de correspondance avec le génome humain. On n'a toujours pas terminé l'analyse aujourd'hui. Et il faudrait qu'une tierce partie l'analyse également. Donc je ne peux pas certifier ces résultats, mais jusqu'à présent, les résultats préliminaires montrent que le pourcentage de correspondance avec le génome humain se situe à un ratio de 3 à 5%, ce qui est extrêmement faible. Par exemple, une banane a un pourcentage de correspondance avec le génome humain de près de 40%. Une correspondance de 3 à 5% ne se rapproche donc pas du tout d'un Homo sapiens. Cela signifie donc, si tout cela est correct et que l'analyse a été faite correctement, qu'il pourrait s'agir de sortes d'êtres hybrides, pouvant être les pères et les mères des humains, et peut-être même des extraterrestres. Et que ces êtres hybrides ont survécu quasiment jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. On peut attribuer certains des monuments et certaines des traditions qu'on retrouve partout dans le monde au contact qui a eu lieu avec ces êtres extraterrestres supérieurs ou ces êtres hybrides, qu'on appelait aussi des demi-dieux dans différentes cultures. Ils étaient les fils et les filles du mélange entre les dieux du soleil et les humains. Cela a été décrit par beaucoup de cultures. Il est même écrit dans la Bible que les fils des dieux sont venus sur la terre, qu'ils ont trouvé les femmes des hommes belles et ont eu des enfants avec elles. Est-ce que tout cela est plausible? En tant que scientifique, on doit examiner les données objectivement. Les données provenant du monde entier sont accablantes. La cohérence entre toutes ces civilisations, traditions et tous ces modes de communication décrivant cela est remarquable. La cohérence entre les constructions et les techniques utilisées sont remarquables. La technologie de pointe nécessaire pour déplacer des poids aussi importants sur de longues distances et leur capacité à les assembler en des structures avec un niveau de précision qui dépasse ce qu'on peut faire aujourd'hui sont remarquables. Les preuves sont accablantes. Il est très important d'être sceptique. Mais le scepticisme est différent de l'étroitesse d'esprit. Il faut analyser les données et en tirer les conclusions qui s'imposent. Dans ce cas précis, les données racontent une histoire bien différente de celle qu'on nous a racontée sur l'histoire de l'humanité
et le développement du génome humain. Pourquoi ces gens construisaient-ils des pyramides? Pourquoi cette forme? Comment se fait-il qu'on en voit partout dans le monde? Tout ça est difficile à dire. Mais il est certain que les pyramides, avec leur structure et leur forme, ont la capacité de concentrer l'électromagnétisme à leur sommet, à leurs extrémités. Cela a été mesuré précisément aujourd'hui. De plus, elles seraient reliées à la cavité de résonance de l'espace-temps, qui, comme je l'ai décrit dans notre équation, est de nature tétraédrique. La connexion tétraédrique, bord à bord, produit des cavités octaédriques. Les cavités octaèdres ont une structure de forme pyramidale. Ce n'est donc peut-être pas une coïncidence si on retrouve ces formes très spécifiques partout dans le monde, dans toutes les différentes cultures, si la source de la connaissance vient de la même source, à savoir les dieux du soleil, qui ont parcouru le monde pour éduquer les humains. S'agit-il de technologies de construction? Je crois qu'elles font partie d'une technologie, mais qu'il leur manque le cœur de la technologie. Il leur manque la source d'énergie au centre. Quand on regarde les complexes pyramidaux tels que ceux de Gizeh ou de Saqqara, ou d'autres complexes tels que ceux de Teotihuacan ou de Chichen Itza, on voit qu'ils ont bien réfléchi à la façon dont les structures ont été disposées et la façon dont ils ont aménagé les cavités de résonance. À Saqqara, par exemple, on peut voir de grands boxes de pierre dans les souterrains qui seraient des sortes de cavités de résonance. Quand on les regarde d'en haut, comme sur une carte, ils ressemblent presque à des circuits électroniques qui, selon nous, pourraient symboliser le développement des villes d'une civilisation très avancée, une sorte de structure à travers laquelle l'énergie était transmise aux villes d'une manière différente de celle qu'on utilise aujourd'hui, avec les câbles et les poteaux. Là, l'énergie aurait été transmise par des cavités de résonance à travers la Terre et aussi à travers les structures hydrauliques que l'on retrouve dans toutes ces régions, qui permettaient à l'eau de couler à travers des pyramides. On peut faire toutes sortes de liens directs et d'analogies, y compris en ce qui concerne l'orientation de certains de ces monuments sur la planète. Il faudrait avoir une connaissance globale de la structure de notre planète pour savoir les placer. Tout cela nous montre donc que oui, ce sont peut-être les restes d'une technologie avancée, mais qu'il nous manque la source d'énergie qui existait pour faire fonctionner cette technologie dans le monde entier. Où tout cela est-il passé si ça a vraiment existé? Un simple cataclysme, comme la fin de la dernière ère glaciaire, a-t-il suffi à effacer les preuves d'une civilisation aussi avancée? Je le crois en effet. La montée des eaux durant la dernière ère glaciaire a recouvert la Terre de mètres et de mètres d'eau. Il est fort probable que les impacts d'énormes météorites aient provoqué la fonte de la dernière ère glaciaire et la destruction d'une civilisation et même de certaines parties du continent est très plausible. On découvre donc les preuves de cette civilisation antérieure. On ne peut pas dire qu'elle n'ait jamais existé. Elle était bien là. Il y a des milliers et des milliers de preuves dans le monde entier
C'est juste qu'elles n'ont pas été regroupées à cause de notre fragmentation de la science, à cause de notre tendance à dire que certaines choses proviennent de telle civilisation et qu'elles n'ont rien à voir avec une autre civilisation, qu'elles n'avaient aucun contact entre elles. On a peut-être mal interprété une grande partie des preuves qu'on avait découvertes auparavant, mais il y a de plus en plus de preuves qui émergent partout dans le monde de nos jours. Du point de vue de la galaxie, il est facile de voir notre monde comme étant unifié. Il est facile de considérer tous les humains comme des frères et sœurs sur une même planète. Mais du point de vue limité d'un individu, qui se trouve sur une partie d'un continent délimité par des lignes artificielles, qu'on a appelées pays, avec les différences culturelles qui existent entre ces pays, il est difficile de percevoir l'unité entre nous. Bien que cela devienne plus facile avec l'utilisation d'Internet, avec les échanges d'informations, et parce que les gens voyagent à travers le monde aujourd'hui. On réalise tout simplement qu'une famille en Afrique a les mêmes aspirations et le même amour pour ses enfants qu'une famille au Canada ou aux États-Unis. On commence tout juste à réaliser l'unité entre tous les humains. La découverte d'une plus grande communauté impliquant toute une structure galactique pourrait nous aider à nous unifier, à unifier nos différences et à réaliser qu'on provient tous d'une seule culture qui fait partie d'une structure culturelle plus large qu'on pourrait appeler notre communauté galactique. Elle ferait très probablement partie d'une culture plus large qui pourrait être un amas local ou un super-amas, voire un univers. Ce qu'il est important de retenir de cet épisode, c'est que non seulement on n'est pas seul dans l'univers, mais que de nombreuses preuves sur notre planète montrent que celle-ci a été visitée au début de notre histoire. Qu'une civilisation avec sa culture très avancée s'est même développée sur notre planète. Ces vestiges sont présents partout dans le monde et on apprend plus sur eux aujourd'hui. On ne parle pas d'une seule chose comme les pyramides d'Égypte ou celles de Teotihuacan, mais on découvre des milliers et des milliers de ces différentes structures partout dans le monde. Des pierres trop grandes pour qu'on ait pu les déplacer à cette époque. Cela prouve très clairement qu'il y a eu un contact avec une civilisation avancée bien avant que notre histoire ne soit écrite au cours de ces 5000 dernières années. La redécouverte de ces connaissances peut conduire les humains à une toute nouvelle façon d'interagir entre eux et avec le reste de la communauté galactique.